Patricia, c'est à vous. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. La prise de conscience... Mes slides. Pardon. Voilà. La prise de conscience, oui. Il y a une prise de conscience qui est là, qui est partagée de par le monde, mais, et je vais peut-être casser l'ambiance en disant que la prise de conscience ne suffit pas. Ça a été rappelé dans le magazine La Croix en novembre 2017, qui nous dit en titre « La prise de conscience ne suffit pas. Face à l'urgence du défi, nous vivons dans l'inertie. » Pourquoi ? 3 raisons qui sont évoquées dans La Croix. 1. La gouvernance climatique est pas assez énergique, avec des visions à long terme, des scénarios, des plans, des stratégies, mais dans le concret. Dans le court terme, la gouvernance climatique n'est pas assez efficace. Première raison soulevée par La Croix. Deuxième raison, jamais n'est évoquée l'urgence de changement radical de mode de consommation et de mode de production. On le dit, on le répète chez Auré, on le dit, on le répète dans certaines associations. Pour autant, au niveau étatique, au niveau même local, sauf certaines communes, certaines collectivités qui prennent l'ampleur de l'urgence, ce n'est pas suffisamment efficace, suffisamment évoqué. Et puis, troisième raison de cette inertie, et ça c'est important je crois, c'est qu'il nous manque, et je lis, il nous manque un récit, un imaginaire puissant autour d'un contre-modèle qui, à ce stade, n'est pas assez enthousiasmant pour la majorité. Comment renoncer à ce que nous vivons, à notre confort, s'il n'y a pas un contre-modèle qui nous fasse rêver? Il manque ce contre-modèle. Donc c'est La Croix, novembre 2017. Le Monde, août 2018. Climat, 2 points, dépasser la prise de conscience. Avec 2 constats. C'est que l'année 2017 était l'une des années les plus chaudes de l'histoire moderne. Et puis, au 1er août 2018, nous avons consommé l'ensemble des ressources que la nature pouvait régénérer en 1 an. Auparavant, en 1975, je rappelle que cette date était le 1er décembre. Donc, il y a une accélération des enjeux. Et là encore, le monde pointe du doigt l'État comme étant un maillon faible. Alors, des images pour montrer que cette prise de conscience, si elle n'est pas peut-être relayée par un enjeu de coût, et c'est le thème, alors on n'y arrivera pas. Photo de vacances pour moi aussi. Le 30 juin 2005, la tour Eiffel s'est effondrée. Alors, ce n'est pas la tour Eiffel, mais c'est le pilier Bonatti, à Chamonix, la face des Drues. Et là, pour les alpinistes, c'est comme si la tour Eiffel s'effondrait. Pourquoi ? À cause du réchauffement climatique, ça a été évoqué. Dans le même temps, vous avez, à l'Aiguille du Midi, des blocs entiers qui s'effondrent. L'Aiguille du Midi, c'est 500 000 visiteurs par an. Si demain, il n'y a plus cette masse économique pour Chamonix et ses environs, alors il y aura peut-être des conséquences économiques qui vont accélérer la prise de conscience et donc les actions. Vous avez le pas dans le vide de l'Aiguille du Midi, qui est un grand classique lorsque l'on va à Chamonix. La mer de glace. Alors pareil, j'ai emmené mes enfants à la mer de glace cet été en me disant, vous verrez, on pourra marcher sur la neige. Rien du tout. La mer de glace, vous avez les images de 1823 et les images de 2004, le recul du glacier, que vous avez également avec l'image d'à côté, voilà. On voit bien qu'auparavant, on arrivait à Montreux-en-Vert et la neige était là, en 1830. Maintenant, il faut marcher, combien de marches ? Plus de 500 marches avant d'arriver à la mer de glace. 1 heure et demie de descente sur des marches en fer. Et chaque année, il y a un recul de 40 mètres par an. Donc c'est juste catastrophique. Et lorsqu'on arrive là, on se dit, mais avant c'était joli, maintenant c'est moche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus cette mer de glace. Vous voyez, la profondeur, elle a réduit de 160 mètres. Et puis, je ne peux résister au plaisir de vous montrer quelques photos de la montée des eaux. On en parle de la montée des eaux, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Là, ce sont des images de New York. S'il y a un réchauffement climatique de 2 degrés ou de 4 degrés, ben voilà à quoi ça va ressembler. Durban, donc vous avez 2 degrés, 4 degrés. Bombay,
Sydney. Et bien sûr, ça a été évoqué précédemment, ces montées des eaux vont entraîner la disparition d'archipels. Kiribati ne savent pas où aller, les habitants de Kiribati. On estime, alors ce sont les chiffres de la Banque mondiale, 2016, 23 millions de déplacés climatiques, 2050, 143 millions. Je sais que ces chiffres sont contestés, mais ils existent, avec tous les effets en termes de paix ou de guerre, de cette instabilité géopolitique que va générer ces déplacés de population, ces déplacements de population. Les événements climatiques, là encore, la Banque mondiale a calculé qu'il y avait un coût global annuel de 520 milliards de dollars. Les assureurs le savent bien, maintenant, les conséquences des réchauffements climatiques sont partout dans le monde en même temps, ce qui est un peu compliqué pour les enjeux de réassurance. Et ces catastrophes climatiques entraînent dans la pauvreté près de 26 millions de personnes, parce qu'elles n'ont plus d'endroit où se loger et où vivre décemment. La santé, là encore, peut-être que si on prend conscience sur un volet économique de réchauffement climatique, on va passer à l'action plus rapidement. L'impact du réchauffement climatique sur la santé est quantifié, est réel, on le sait tous. À Paris, beaucoup de personnes quittent Paris parce qu'ils ont du mal à respirer de façon aisée. Et nous avons des chiffres qui évaluent entre 250 000 décès supplémentaires par an entre 2030 et 2050 liés au paludisme, liés à la malnutrition, liés à un stress hydrique, au contraire trop de chaleur. Et du coup, il y a des conséquences en termes de coûts économiques, des dommages directs pour la santé, entre 2 et 4 milliards de dollars par an d'ici 2030. Donc les chiffres et les conséquences économiques du réchauffement climatique pourraient peut-être, je l'espère, non pas accélérer la prise de conscience, parce qu'elle est là, la prise de conscience, mais passer à l'action. Et je ne résiste pas, bien sûr, aux images de sargasses et des fonds avec les coraux qui blanchissent, alors qu'en parallèle, les méduses prolifèrent et se multiplient. Donc non, la prise de conscience ne suffit pas, très clairement. Il faut passer à l'action. 2 types d'actions, des actions collectives et des actions individuelles. Les actions collectives doivent être cohérentes, elles doivent être multi-acteurs, elles doivent être pluridisciplinaires, très important, mutualistes, systémiques. Et là, nous trouvons l'État et les collectivités locales, les entreprises et la société civile. Et à cet égard, le projet TIGA, Territoire de la Rochelle, zéro carbone en 2040, est juste exemplaire, de par cette logique cohérente et globale, et qui fait travailler tous les acteurs concernés. Attention, on le voit bien chez Auré, je le vois également dans le cadre de ma pratique professionnelle, au silo. On raisonne encore trop en silo. On a un plan climat, un plan biodiversité. Ah non. Les énergies renouvelables ont un impact sur la biodiversité. Les éoliennes peuvent générer des conséquences négatives sur les passages migratoires des oiseaux. Il faut que les liens entre climat et biodiversité soient faits. Il faut de la transversalité, vous l'avez dit hier, madame. Il faut une vision globale. Ça, c'est vrai dans toutes les administrations, c'est vrai dans les entreprises, c'est vrai partout. L'essoufflement, on voit beaucoup des zones d'essoufflement, avec des bonnes idées qui démarrent, et puis après, dans la durée, ça s'essouffle parce que le coordinateur n'est pas là. Les procès d'intention, il faut avoir confiance. Il ne faut pas penser que si le voisin d'à côté fait quelque chose, c'est pour nuire à soi-même. Et puis l'inflation législative, là c'est l'avocate qui parle, c'est bon, il y a assez de lois. Petite pause législative avec une simplification permettra à tous les acteurs économiques, collectivités locales d'intégrer, de digérer et du coup de passer à une action plus rapide. Les actions individuelles, vous l'avez évoqué, le pape François, Dalai Lama, Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, le patriarche Bartholomé, qu'on appelait le pape vert, qui nous avait dit qu'il était bien de s'intéresser à la technologie, de s'intéresser à la science, mais il fallait d'abord s'intéresser à soi-même, sinon nous ne ferons que traiter les symptômes. Donc que l'être humain change intérieurement pour qu'il puisse intégrer et passer à l'action. Et puis les accords Toltec, parce qu'ils sont plurireligions, ils sont au-delà des religions. Les accords Toltec, c'est quoi? C'est parole impeccable, c'est pas facile. Pas de procès d'intention, très compliqué. Ne pas faire de suppositions, on passe notre temps à supposer que ceci, que cela.
et puis faire de son mieux. Donc si chacun en appliquait les accords Toltec, le monde serait radicalement modifié. Et je termine par un échange que j'ai eu cet été avec un ami qui me disait que c'est bien tout ça, mais le monde ne change pas. Il avait plein d'arguments négatifs, et moi, mes petits arguments positifs en face, sur la RSE, sur les ODD, sur le Global Compact, je disais oui, c'est mignon, sont mignons tes arguments, mais concrètement, ça change quoi? Et j'ai envie de dire qu'il est en train de gagner le match du négatif contre le positif, parce que j'essayais, mais lui était dans des réalités dures, moi un petit peu plus dans du mou. À un moment donné, j'ai réussi à le faire modifier son point de vue en lui disant « Écoute, j'ai envie d'y croire. Parce que si je n'y crois pas, je transmets quoi à mes enfants demain? Je leur transmets quelle vision de l'avenir si je reste dans cette objectivation de la réalité ?» Je lui ai dit « Tu as raison. Surtout, tu as raison. Mais je n'ai pas envie de te donner raison. Je n'ai pas envie de m'inscrire dans cette logique. J'ai envie de croire en autre chose pour transmettre autre chose. Et je suis persuadée qu'il y a une masse critique qui pense la même chose. Vous faites partie de cette masse critique, donc il faut y aller. » Et c'est dans l'échange de cœur à cœur, de conscience à conscience, qu'il m'a dit « Oui, ok, j'ai envie de penser comme toi. Peut-être qu'on a tort, mais essayons. Il faut y croire. » Donc il faut garder confiance, donner envie, essayer, faire rêver, très important. Et c'était hier matin, notre ancien ministre nous disait qu'au moment où je parle, l'humanité a tous les outils technologiques, économiques pour faire un saut qualitatif. Elle n'a pas perdu la main, mais tout se joue dans les 10 ans qui viennent. Donc, si on le croit, nous avons 10 ans pour agir avec force, foi, courage et détermination à changer le paradigme dans lequel nous sommes, pour faire rimer économie avec écologie et humanité avec fraternité. Merci.